Bonjour, mesdames et messieurs. Bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Au second jour du sommet sur la coopération Chine-Afrique, les chefs d'État ont eu un huis clos avec le président Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine. Le président Alassane Ouattara a également participé à ce huis clos avant de quitter Beijing pour Abidjan dans la nuit de ce mardi. Viviane Naïma. Après la cérémonie d'ouverture le lundi, la journée de ce mardi a été entièrement consacrée au huis clos des chefs d'État africains autour du président Xi Jinping. Commencé en milieu de matinée, il s'est poursuivi jusqu'en début de soirée. Participant à ce huis clos, le président de la République, Alassane Ouattara, est intervenu pour remercier le président Xi Jinping pour la solidarité manifestée par la Chine envers les pays africains à travers son nouvel appui financier à hauteur de 60 milliards de dollars. Le chef de l'État ivoirien a encore réaffirmé l'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'initiative La ceinture et la route proposée en 2013 par le président Xi Jinping, une initiative qui vise à construire des réseaux commerciaux et des infrastructures reliant l'Asie à l'Europe et à l'Afrique, en vue d'un développement et d'une prospérité commune. Le président de la République a émis une fois de plus le vœu d'une coopération plus renforcée entre la Chine et la Côte d'Ivoire. La fin du huis clos des chefs d'État a mis fin au 3e sommet du Forum de coopération sino-africaine. Le prochain sommet, prévu en 2021, se tiendra en Afrique du Sud. Le président sénégalais Macky Sall a été désigné comme coprésident du Forum de coopération sino-africaine, le FCSA, pour une période de 3 ans. Après sa visite d'État et sa participation au sommet du Forum de coopération sino-africaine, le président de la République a quitté Beijing dans la soirée pour regagner Abidjan. Et pendant ce temps, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, elle participait à la réunion Chine-Afrique sur le sida, une réunion organisée en marge du sommet et qui a réuni toutes les premières dames de toute l'Afrique autour de Mme Xi Jinping. On retourne à Beijing avec Viviane Naïma. Elles ont répondu présentes à Beijing ce mardi 4 septembre à la réunion Chine-Afrique sur la prévention et le contrôle du sida. Les premières dames sont venues des 4 coins du continent autour du thème « La Chine et l'Afrique, la main dans la main pour un avenir sans sida ». Cette grande mobilisation des premières dames n'a pas laissé indifférente Mme Peng Liyuan, première dame de Chine. Elle a exprimé toute la fierté du peuple chinois d'accueillir ses consoeurs en marge du sommet Chine-Afrique auquel prenaient part leurs conjoints. Mme Peng Liyuan a expliqué à l'auditoire que la Chine a fait des progrès significatifs en matière de lutte contre le VIH-Sida, avec la chute drastique du taux de prévalence, une somme d'expérience qu'elle entend partager avec le continent africain. La présidente en exercice de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida, l'OPDAS, la première dame du Burkina Faso, a relevé la résistance de la pandémie sur le continent et a réaffirmé l'engagement des premières dames à faire aboutir la lutte. L'OMS et l'ONU-SIDA, à travers leurs premiers responsables, ont apporté leur soutien aux premières dames. Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, a insisté sur la nécessité pour les premières dames de promouvoir l'engagement des jeunes. Participant à cette rencontre, la première dame de Côte d'Ivoire, par ailleurs ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour le traitement et la promotion du traitement pédiatrique, s'est réjouie de la grande détermination qui est ressortie de cette rencontre. Nous avons assisté à une réunion sur la lutte contre le sida, notamment pour les jeunes et les enfants. Et c'était très instructif et j'ai pu voir que toutes mes sœurs ont le même problème, à savoir comment éviter que nos jeunes ne soient contaminés par le VIH. Quelle solution pour sauver la jeunesse d'Afrique face à la propagation de la pandémie? Pour Mme Dominique Ouattara, la Chine offre une bonne plateforme de collaboration
au vu des progrès qu'elle a enregistrés. Et ici en Côte d'Ivoire, l'état-major des armées a récompensé les lauréats de la parade militaire du 7 août dernier, cérémonie commémorant donc le 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ces récompenses ont pour but de stimuler les unités des forces de défense et de sécurité qui ont pris part à ce défilé. Et plusieurs prix ont été décernés à cet effet en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et bien sûr de notre reporter Abou Sanogo. Place d'armes de l'état-major général des armées. Les lauréats de la parade militaire commémorant le 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, récompensés en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Une cérémonie qui vise à susciter une saine émulation entre les différents détachements qui ont pris part au défilé du 7 août sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Ainsi donc, les prestations retenues pour la compétition et qui ont fait l'objet de récompenses sont le défilé pédestre, le défilé motorisé et le défilé des drapeaux et leurs gardes. Une commission de notation constituée de 14 membres a procédé à l'évaluation des unités. Sont arrivés en tête pour le défilé à pied l'école de gendarmerie de Torogui, le 1er bataillon de commandos et de parachutistes et l'école de gendarmerie d'Abidjan. Pour le défilé des drapeaux et leurs gardes, le drapeau de l'État a occupé la première place. L'école de forces armées est arrivée en deuxième position quand la troisième place a été occupée par le 1er bataillon d'infanterie. Pour le défilé motorisé, arrivent en première position les forces spéciales. En seconde position, l'armée de terre. Et en troisième position, le groupement de sapeurs-pompiers militaires. Un prix spécial a été décerné à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. En créant ce prix, nous avons voulu amener les différents détachements à la perfection, à l'excellence dans l'organisation et le déroulement des cérémonies militaires. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a salué la qualité du travail produit par toutes les unités. Je suis particulièrement heureux de me retrouver à une cérémonie qui met en exergue l'excellence, la discipline, l'éthique, la droiture et la beauté de l'acte au sein des forces armées. Nous devons continuer à progresser, à travailler, à améliorer les conditions de vie et de travail des soldats, leur formation, de sorte que cette confiance soit le socle du travail et du rendement des forces armées de Côte d'Ivoire. Je vous engage à faire en sorte que nous puissions continuer à progresser, à aller de l'avant. Le balancement harmonieux des bras, l'attaque du sol du talon, l'alignement dans les rangs et dans les colonnes, le salut du chef de détachement, la prestance, le respect des distances et intervalles ont été notés. Des prix d'excellence ont été décernés au président de la République Alassane Ouattara et au ministre d'État, ministre de la Défense. Ils sont nombreux, ces parents qui ont pour préoccupation de donner de l'argent de poche à leurs enfants. De l'argent de poche et beaucoup d'argent de poche. Chez ces familles ivoiriennes, les enfants apprennent donc à se prendre en charge et à économiser tout en maîtrisant leur petit budget. Argent de poche, faut-il en donner aux enfants? À partir de quel âge faut-il en donner? Et combien surtout faut-il leur donner? Pour en savoir davantage, je vous propose de suivre cet élément vidéo qui nous est proposé par Sephora Zegui et Grace Kando. Sur la terrasse d'Aïssata, une demi-douzaine d'enfants, les siens, des amis à eux et des cousins. Rentrés plus tôt que d'habitude, elle en profite pour discuter avec eux d'un sujet qui les concerne, leur argent de poche. Jacques, toi tu as de l'argent de poche? Tu n'as pas d'argent de poche encore. Et Katie, toi tu as de l'argent de poche? Pas encore. Ilyassa, son fils, et Kili, sa fille, sont fiers de montrer à leur maman ce qu'ils ont dans leur tirelire. Un argent de poche que Ilyassa est heureux de gérer lui-même. L'argent de poche me permet d'être autonome et d'être épanoui. Qu'est-ce que tu achètes généralement? Des goûters pour l'école. Aïssata, en donnant de l'argent de poche à ses enfants, veut leur apprendre à être autonomes et bons gestionnaires. Quand il avait 9 ans au CM1, j'ai commencé à lui donner 5 000 par semaine. Donc normalement dans le mois ça fait 20 000, mais il doit avoir normalement 15 000 dans le mois. Donc je fais ce dépassement de 5 000
Et je lui dis qu'à la fin du mois, il doit me donner 5 000 qui représentent une économie pour lui. Outre Aïssata, Aude-Marie, cette mère célibataire, dit donner de l'argent de poche à sa fille de 10 ans, mais avec beaucoup de rigueur. Certains parents qui donnent assez. Ça dépend de l'âge. Moi, personnellement, ma fille a 10 ans. Je lui donne 2500 francs par semaine. Or, il y a des parents qui en font plus. Donc, c'est quand on en donne plus qu'il y a des risques. Contrairement à Aïssata et Aude, pour d'autres mères de famille comme Pélagie, donner de l'argent de poche à son enfant pourrait les exposer à de mauvaises tentations. Avec la vie d'aujourd'hui, ce qu'on voit dans les rues partout, dans les écoles, j'ai préféré ne pas... Qu'est-ce qu'on voit dans les rues et les écoles? La drogue, la boisson, l'alcool, surtout l'alcool. L'alcool, ça fatigue les enfants. Donc j'ai décidé de ne pas donner de l'argent à mes enfants. À Yopougon, quartier Maroc, nous retrouvons la famille Yanga. Leur fille aînée, Emmanuela, étudiante de 18 ans, reçoit depuis son enfance de l'argent de poche. Un montant qui a évolué au fil du temps pour atteindre aujourd'hui 50 000 francs CFA. Je prends pour subvenir à mes besoins. Je sors des fois avec mes amis, on va au restaurant. Je prends pour acheter, s'il y a quelque chose qui me plaît, je prends pour les acheter aussi. Dans cet espace gastronomique, Emmanuela et ses amis se retrouvent autour d'un repas. Son ami Saint-Tiche reçoit de l'argent de poche, mais d'une manière différente. Mon papa me dit, si j'ai besoin d'argent, je lui dis, il me donne quoi. Je lui envoie un message, je lui dis, ah papa, j'ai vu tel truc, ça me plaît, que j'ai besoin d'argent. Il m'envoie l'argent. Donner ou pas de l'argent de poche à ses enfants, une question qui est même étudiée à l'université. Pour ce professeur de psychologie, donner de l'argent dès le bas âge permet de responsabiliser les enfants. À partir de 4 ans, l'enfant peut avoir une pièce de 25, une pièce de 100 francs pour acheter une friandise. C'est une manière de donner de l'argent. L'enfant comprend à partir de cet instant que l'argent, c'est une pièce d'échange par rapport à un bien. Et c'est un fait de société qu'il intègre au cours de son processus. En bas âge, des pièces, c'est suffisant. Et on veille à ce que, effectivement, il achète des choses qui ne vont pas nuire à sa santé. Lorsqu'ils sont au collège, au lycée, en ce moment, ils sont des grands garçons, des grandes filles. Et en ce moment-là, ils ont d'autres besoins qui nécessitent qu'on puisse augmenter la valeur de l'argent qu'on leur donne. Et donc, ça dépend des besoins exprimés par l'enfant. Et normalement, le parent doit échanger avec l'enfant pour savoir quelle somme d'argent donner, ce qui peut effectivement convenir à son enfant. L'argent de poche, avec ses avantages et ses inconvénients, un débat qui traverse les familles. Chacune cherchant le moyen de rendre autonome son enfant, tout en évitant les dangers liés à l'argent. C'est un reportage signé Sephora Azegui dans un récit de Grace Kando. 10 morts, plus de 300 blessés, mais également des dégâts matériels considérables. Le 21e typhon de la saison qui a traversé le Japon hier, mardi 4 septembre, restera bien dans les mémoires des Japonais, même s'il est loin d'être le plus meurtrier. La région d'Osaka a cette fois été la plus sévèrement touchée, avec des centaines de maisons totalement ou partiellement détruites, des poteaux à terre, des arbres arrachés, des toitures envolées, des grues affaissées ou des véhicules accidentés. À l'aéroport du Kansai, c'est le chaos. Il a été inondé et fermé avec 3000 passagers et plusieurs centaines d'employés bloqués à l'intérieur. La situation à Idlib, où le régime de Bachar el-Assad menace de lancer une vaste offensive, inquiète au plus haut point à New York. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce vendredi sur la question. Washington, qui assure pour le mois de septembre à la présidence du Conseil de sécurité, espère pouvoir prévenir une nouvelle attaque chimique, mais le Conseil de sécurité s'est jusqu'à présent montré bien impuissant à arrêter les offensives déjà menées dans le sang à Alep, puis dans la Ghouta orientale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.